en mariage inattendu de Bruno envers Geneviève, sous les yeux ébahis mais satisfaits de la famille. La soirée se termine dans un calme relatif. Carole, bien que fatiguée par les frasques de sa mère, reçoit un cadeau inattendu. Germaine lui tend un numéro de téléphone, celui de Tommy Lalancette. Elle a appris par hasard que l'homme est maintenant seul avec 2 enfants et qu'il aurait peut-être besoin d'un coup de fil. C'est le geste d'une mère qui, malgré ses défauts et son autorité, ne veut que le bonheur de ses enfants. Germaine conclut sa journée en réfléchissant à son rôle. Elle n'est peut-être pas seulement une ménagère ou une femme d'affaires. Elle est avant tout une maman. C'est sa vocation, sa mission, et c'est ce qui donne un sens à tout ce ménage qu'elle fait dans la vie de ceux qu'elle aime. Même si Tommy Lalancette reste à ses yeux un personnage douteux, elle est prête à faire des concessions pour l'amour de sa fille. La nuit tombe sur la maison des Lebrun. Grand-papa s'est enfin calmé, Bruno et Geneviève envisagent un avenir commun, et Carole regarde ce numéro de téléphone avec un espoir renouvelé. Germaine, seule avec ses pensées, se parle à elle-même, satisfaite de savoir que, pour aujourd'hui, le ménage est fait. La vie continue, avec ses éclats de rire, ses maladresses et cet amour indéfectible qui lie cette famille hors du commun. Bienvenue chez Madame Lebrun. Dans cette demeure vibrante de vie, le silence est une denrée rare et l'ennui n'a pas sa place. Germaine Lebrun, la matriarche au cœur d'or et à la langue bien pendue, s'active dans sa cuisine. Entre 2 coups de chiffon, elle s'adresse à son beau-père, le vénérable grand-papa qui semble perdu dans ses pensées ou peut-être dans un sommeil éveillé. Elle s'exclame en demandant ce qu'il y a pour grand-papa, notant que cela fait 3 jours qu'il ne dort pas. Germaine explique qu'elle faisait juste un petit peu de ménage et qu'elle était justement à ce point de prendre une petite pause. Elle s'amuse de l'usage du mot ménage comme s'il s'agissait d'un travail à plein temps, bien que pour elle, ce soit une seconde nature. Elle réalise qu'elle est bien sale et qu'il faudrait qu'elle se nourrisse. Elle se rend compte qu'elle a oublié d'ouvrir la cave pour le vieil homme. En s'adressant à elle-même ou au destin, Germaine se rappelle qu'elle a élevé 6 enfants tout seul. Elle souligne qu'aucun d'entre eux ne lui a donné autant de troubles que la situation actuelle. Elle revient à ses pensées sur le ménage. Elle raconte que l'autre jour, M. Curie-Saint-Pierre lui a fait une petite visite. En regardant autour de la maison, il a dit que Madame Lebrun et le bon Dieu tenaient une belle demeure. Germaine, avec son esprit vif, avait répondu merci beaucoup, tout en pensant intérieurement qu'il faudrait voir le désordre quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Pour elle, la vie est une succession de tâches ménagères commanditées dès l'âge de 18 ans lorsqu'elle s'est mariée avec Roger Lebrun. Ce mariage était le résultat d'une maladie qu'elle appelle avec humour la grossesse. Le lendemain, le ménage avait repris de plus belle. Sa fille Carole entre alors, saluant sa maman. Germaine remarque que grand-papa a l'air tout calme et s'en étonne. Elle change de sujet pour parler de la soirée de Carole, évoquant une grosse date. Carole rectifie en disant que c'est juste un petit verre tranquille. Germaine, sceptique, rétorque que c'est ce que tous les hommes disent. Elle compare avec audace les intentions masculines à l'usage de la vodka comme lubrifiant. Carole tente de l'arrêter, mais Germaine continue ses métaphores colorées sur la maternité et les imprévus de la vie. Carole décide de partir, refusant un café car elle est déjà en retard. Germaine ne peut s'empêcher de lancer une dernière remarque sur la ponctualité des hommes et les conséquences physiques qui s'ensuivent. Elle admire sa fille, lui disant qu'elle est magnifique, tout en lui rappelant de faire attention à sa tenue. Germaine ne se voit pas seulement comme une ménagère. Elle tient aussi un kiosque au marché, vendant des fruits et des légumes, ce qui fait d'elle une femme d'affaires. Elle se plaint des clients qui touchent la marchandise sans aucune trahison. Elle raconte avoir dit à une femme qu'une banane n'était pas une autre chose et qu'elle ne deviendrait pas plus grosse en la tâtant. Elle aperçoit ensuite Bruno, son fils, qui n'a pas l'air dans son assiette. Elle l'accueille chaleureusement, l'appelant son trésor. Bruno annonce que la promotion de la semaine concerne les burgers. Germaine essaie de le dérider avec des bruits amusants, mais Bruno reste triste. Il finit par avouer que Geneviève a rompu avec lui. Germaine n'est pas tendre envers Geneviève, la qualifiant d'écœurante, mais Bruno la défend. Germaine tente d'obtenir des détails, mais Bruno refuse d'en parler.
Elle lui propose un biscuit, ses fameuses pâtes douces, avant qu'il ne retourne au travail. Plus tard, Carole étudie encore, malgré l'heure tardive. Germaine exprime son admiration pour sa persévérance, elle qui travaille comme serveuse tout en étudiant. Elle se dit que l'homme qui aura la chance de l'épouser sera le plus heureux au monde. Germaine est fière d'être une veuve qui a élevé sa fille seule. Cependant, elle s'inquiète pour Bruno et Geneviève. Carole lui conseille de se mêler de ses affaires. Soudain, grand-papa se plaint de ne pas se sentir bien. Carole s'inquiète, pensant qu'à 92 ans, c'est peut-être sérieux. Germaine hésite à appeler le docteur Lépine car il coûte cher, mais elle finit par accepter. Elle lit le malaise de grand-papa à la mort de sa perruche le matin même. Le docteur Lépine arrive pour examiner le beau-père. Germaine demande au docteur de prendre son temps. Grand-papa semble prêt pour le grand départ, mentionnant même vendredi comme date butoir. Le docteur annonce que des tests approfondis sont nécessaires, incluant des échantillons de sel et d'urine. Germaine traduit cela à grand-papa de manière plus directe en parlant de ses sous-vêtements. Une scène cocasse s'ensuit lorsque le docteur doit prendre la température rectale. Germaine aide avec enthousiasme. Des amis et la famille entrent soudainement pour souhaiter une bonne fête à grand-papa, surprenant le docteur en plein examen. Après le départ du médecin, Germaine plaisante sur la situation, comparant grand-papa à une grosse pomme au caramel. La tension monte entre Carole et Germaine. Carole cherche ses livres de psychologie et demande à sa mère de ne pas intervenir dans l'histoire de Bruno et Geneviève. Germaine veut être une leader, mais Carole insiste pour qu'elle reste en dehors de cela. Pourtant, Germaine ne peut s'empêcher de confronter Geneviève lorsqu'elle la voit. Elle lui demande pourquoi elle torture son garçon et lui suggère de s'excuser. Geneviève, loin de se laisser faire, exprime ses regrets d'avoir rencontré Bruno et surtout d'avoir dû supporter une mère aussi dominante que Germaine. Bruno arrive et Geneviève part en disant qu'elle espère qu'ils seront heureux ensemble, sa mère et lui. Bruno est dévasté. Il explique qu'il ne voulait pas emménager avec elle tout de suite. Germaine le soutient à sa manière, en disant qu'il est trop jeune à 33 ans. Pendant ce temps, les amis de Germaine, Madame Dufour et Margot, discutent des hommes. Germaine reste convaincue que les hommes sont tous des pervertis. Elle raconte des anecdotes de cinéma où un homme s'était mal comporté. Germaine montre fièrement son pistolet taser, prête à se défendre contre les maniaques. La conversation dévie sur les gadgets modernes que les femmes achètent de nos jours. Germaine se moque de Margot en imaginant cette dernière utilisant de tels objets. Plus tard, Germaine reçoit un appel de la clinique concernant grand-papa. Elle comprend qu'il a rempli un formulaire de don d'organes, ce qu'elle interprète avec son humour habituel. Elle parle ensuite à sa fille Carole. Elle réalise que malgré toutes les disputes, son rôle principal est d'être une maman. Elle finit par donner à Carole le numéro de téléphone de Tommy Lalancette, un ancien amour de sa fille. Elle explique qu'elle a appris que Tommy était seul maintenant et qu'un coup de téléphone pourrait lui faire du bien. Carole est touchée par ce geste. Le récit se termine sur une note de tendresse. Germaine, seule dans sa cuisine, réfléchit à sa vie. Elle n'est peut-être qu'une ménagère ou une femme d'affaires au marché, mais elle est avant tout une mère qui veille sur les siens. Elle se parle à elle-même, concluant que c'est ce que font les mamans. Elle souhaite une bonne nuit à tout le monde, alors que la maison Lebrun retrouve enfin un peu de calme pour la nuit. Bienvenue chez Madame Lebrun. Dans cette demeure vibrante de vie, les journées ne se ressemblent jamais, portées par l'énergie inépuisable et le franc-parler légendaire de Germaine Lebrun. Pour elle, la vie est un immense chantier de ménage, non pas seulement pour chasser la poussière, mais pour mettre de l'ordre dans les cœurs et les situations les plus rocambolesques. L'histoire commence un matin de grand ménage, alors que Germaine s'active avec une vigueur que peu pourraient égaler. Grand-papa, âgé de 92 ans, semble être dans un état second. Ça fait 3 jours qu'il ne dort pas. Germaine fait un petit peu de ménage tout en pensant à sa propre vie. Elle dit ménage comme si c'était un mot important. Elle se trouve bien sale et pense qu'il faudrait qu'elle se nourrisse. Elle a oublié d'ouvrir la cave pour lui.
Elle se parle à elle-même, se disant de se fermer car elle a élevé 6 enfants tout seul, mais aucun ne lui a donné autant de troubles que celui-là. L'autre jour, M. Curie-Saint-Pierre lui a fait une petite visite. Il regarde la maison et dit que Madame Lebrun et le bon Dieu tiennent une belle mêle. Germaine le remercie mais pense en elle-même qu'il faudrait voir le bordel quand c'est le bon Dieu qui s'en occupe tout seul. Elle a passé sa vie à faire du ménage. À l'âge de 18 ans, elle s'est mariée avec Roger Lebrun à cause d'une maladie qui s'appelle la grossesse. Le lendemain, c'était encore le ménage. Sa fille Carole arrive. Grand-papa a l'air tout calme. Carole a une grosse date ce soir, mais elle dit que c'est juste un petit verre tranquille. Germaine rit et dit que tous les hommes disent ça. Elle compare la vodka à un lubrifiant pour faire tomber les petites culottes plus vite. Elle prévient sa fille qu'une seconde elle sirote un cocktail et la seconde d'après elle est chez le docteur pour pousser un bébé. Carole préfère partir. Germaine n'est pas juste une ménagère, elle est aussi une femme d'affaires au marché. Elle vend des fruits et des légumes. Elle déteste les clients qui taponnent la marchandise. Elle raconte qu'une femme touchait trop une banane et elle lui a dit que c'était une banane, pas une chose qui viendrait plus grosse parce qu'on la tente. Son fils Bruno arrive, il est triste. Geneviève a cassé avec lui. Germaine traite Geneviève d'écœurante. Bruno ne veut pas en parler. Germaine lui propose un biscuit avant qu'il retourne au travail. Plus tard, Carole étudie la psychologie. Germaine est fière de sa fille unique. Elle pense que l'homme qui l'aura sera le plus heureux au monde. Soudain, grand-papa ne se sent pas bien. Carole pense qu'il est mal pour vrai. Germaine décide d'appeler le docteur Lépine, même s'il charge 100 piastres en dessous de la table. Elle plaisante en disant qu'au moins il est assuré pour ses funérailles. Elle pense que tout est à cause de sa perruche trouvée morte le matin même. Le docteur Lépine arrive. Germaine lui explique que le mal part dans les épaules et descend le long de la colonne. Le docteur veut examiner le beau-père. Germaine dit qu'il n'est pas pressé, que c'est juste une question de temps avant qu'il soit au paradis. Elle demande à grand-papa s'il est prêt à mourir, et il répond que ce sera fait vendredi. Le docteur Lépine dit qu'il va falloir des tests plus approfondis. Cela va coûter cher. Il a besoin d'un échantillon de sel et d'urine. Germaine traduit à sa façon en disant à grand-papa que le docteur veut ses bobettes. Le docteur met un thermomètre dans la bouche de grand-papa. Germaine intervient en disant que son mari lui demandait toujours de garder la bouche ouverte, au contraire. Le moment le plus drôle arrive quand le docteur doit prendre la température rectale. Germaine propose son aide avec plaisir. Elle dit à grand-papa que le docteur lui prépare une petite surprise. Carole et Bruno arrivent avec un gâteau en criant « Bonne fête ». Le docteur est en pleine action derrière le fauteuil. Germaine trouve la situation hilarante. Elle dit au docteur qu'il a l'air d'une grosse pomme caramel. Elle demande au docteur s'il veut un café ou une bouteille de la cuisine. Le docteur cherche quelque chose, il semble avoir perdu son instrument dans la cavité de grand-papa. Germaine dit qu'elle n'en achètera pas un autre. Elle pense que grand-papa commence à aimer ça. Le docteur dit qu'il faut l'amener en urgence pour explorer la cavité. Germaine plaisante en disant qu'il va foirer pour trouver des gaz de schiste. Plus tard, Carole essaie de faire une thérapie pour Bruno et Geneviève. Germaine promet de ne pas intervenir, de rester comme une petite mouche. Mais elle commence à demander des badges et des étiquettes. Elle fait toute une scène sur le fait que Carole oublie les étiquettes. Elle compare la situation à un pilote d'avion qui n'a pas de procédure. Carole finit par se fâcher. Germaine rappelle à Carole l'histoire de Tommy Lalancette. Elle dit qu'à 16 ans Carole n'avait pas de poitrine et qu'elle avait 2 dos. Elle traite Tommy de bon à rien qui n'aurait pas été capable de conduire une moto. Carole quitte la pièce en colère. Germaine fait semblant d'être blessée au bras, disant que sa fille l'a agressée. Finalement, Bruno et Geneviève se réconcilient. Bruno demande Geneviève en mariage. Germaine est contente, elle pense que tout s'est bien passé grâce à elle. Elle offre à Carole le numéro de téléphone de Tommy Lalancette, car sa femme l'a quitté et il est seul avec 2 enfants.
Elle sait ce que c'est que d'élever des enfants seuls. Germaine conclut qu'elle n'est pas qu'une ménagère ou une femme d'affaires. Elle est une maman. C'est ce que les mamans font, elles s'occupent de tout le monde. Elle finit par se parler à elle-même, disant que Dami la Lancette est quand même un personnage particulier, mais que pour